Oui, il est 19h15, nous sommes pile à l'heure chez vous à la maison pour le Grand Talk. Merci de nous regarder. Ce soir sur le plateau, je suis en compagnie de monsieur Élisée Polougbe. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais super bien. Et vous-même? Ça va, toujours les idées en ordre. C'est ça, c'est important. C'est important. Sa Majesté Daouda nous revient plus fort que jamais. Salut Brice, comment tu vas? Bonsoir Daouda. Salut, ça va? Ça va mieux? Ça va mieux et vous m'avez beaucoup manqué. Vous aussi, vous nous avez manqué, vous avez manqué aux téléspectateurs. Voilà. Ils ont été nombreux, ceux-là, à nous envoyer des messages. Et je vais lire un d'entre eux qui disait « Dieu merci, on ne voit pas Daouda ». Non, j'ai vu ce commentaire et je voudrais dire à Kofi Kan que le Nyambro de la place est de retour. Est de retour. Daouda is back. Vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Aussi facilement. Il a la peau dure, ce Daouda. Madame Bleu, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, oui, je vais bien. Joli ce que vous avez mis. Merci beaucoup. Ouais. Le nom? Non, pas du tout, pas du tout. J'aime bien les motifs en tout cas. Oui, exactement ça. On devrait penser à un pagne ancien avec des motifs. C'est ça. Voilà, supérieur ou égal. On a de très bons créateurs en tout cas. Exactement, en Côte d'Ivoire. Et ça, vous valorisez cette culture ivoirienne. Et ça, chaque jour sur ce plateau, on vous en remerciera jamais. Très important. Bon, Alain Toussaint sur le plateau. Bonsoir Alain, comment ça va? Bonsoir, oui, je vais Alain, bien. bonne nouvelle, nous avons sur le plateau un Ivoirien nouveau. Oui, l'Ivoirien nouveau est là. Oui. Puisque j'ai obtenu aujourd'hui ma CNI, la carte nationale d'identité. J'ai envie de dire. Voilà, il était Après temps. combien de temps? 2 Après années combien de temps? exactement d'attente. 2 ans? Non. Voilà. C'est Je me énorme. suis fait enrôler en avril 2021. Voilà, et 2 ans après, donc j'obtiens... Pourquoi ça... même 3 ans, c'était pendant le Covid que je me suis fait enrôler. Mais pourquoi ça a Donc, mis autant 3 de ans. temps? Parce qu'il y avait un problème dans les fichiers, on ne retrouvait pas le nom exact de tel parent, etc. Et il y avait une confusion au niveau du numéro du registre, je crois le casier judiciaire, non pas le certificat de nationalité. Voilà. Et puis le nom n'étant pas en commun, Oui. voilà, ils avaient du mal à chercher. Il fallait le trouver. Tout ça. Waouh. Non, il y avait tout ça sinon. Il y avait tout ça en fait. Donc je suis l'Ivoirien nouveau qu'appelle de ses voeux le président Ouattara. Bravo. Il est là Enfin. aujourd'hui devant les téléspectateurs. Bravo, vous êtes. Merci à l'ONESI. Tu es officiellement dans la République. Voilà, c'est ça. Et puis merci surtout au personnel qui m'a pris en charge. Voilà, De bout en plateau. bout. Béatrice, Konaté et d'autres. Vraiment Oui. sympa. Mais après 3 ans quand même. Oui, 3 ans. Ils étaient où? Voilà, c'est ça. Franchement, merci beaucoup. Non, Donc, moi, j'avoue voilà. que j'ai égaré mes documents, mais j'ai pu faire une nouvelle carte d'identité en 3 mois maximum. Mais moi, j'ai ma carte d'identité, celle-là, moi je l'ai fait, j'ai attendu juste 1 mois. C'est sorti. Ouais, pareil normalement. pour- Mais après, il moi. explique un peu pourquoi. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Après, c'est Il y avait des chacun sa chance. conflits entre les fichiers. C'est Voilà, ça. on ne retrouvait C'est ça, pas. c'est bon, ça. Voilà. Mais en tout même cas, temps, c'est ça prouve qu'il y a un traitement. C'est ça, l'autre côté, de la médaille, c'est que ça veut dire quand même que c'est fait dans le sérieux. Parce Oui, qu'on prend le c'est temps ça. de vérifier les fichiers. Tout à fait. Si là, ça a pris ce temps que ça a pris et on vous a donné une telle explication, ça veut dire quelque part qu'il y a un travail qui est fait de façon sérieuse aussi. Maintenant, Il faut ce que saluer. j'espère, c'est que les bases de données vont communiquer On l'espère et que bien. j'aurai ma CMU bientôt sans avoir même à faire la démarche. Vous voyez? C'est surtout ça. Ouais, la bonne puisqu'ils celle-là. ils ont toutes les informations. Ouais, c'est surtout Voilà. dire à ceux qui ont encore leur papier là-bas, Voilà. parce qu'il y a toujours des piles Oui, comme j'ai ça. vu des ça gens qui se encore plaignent, ouais, non, aujourd'hui. allez chercher vos codes. Voilà. Non, il y a des gens qui oublient quand même qu'ils ont fait une carte d'identité aussi. Hein. Il y a des gens qui ont carrément oublié. Ça, c'est Parce que- exceptionnel quand même. Non, pas Oublier exceptionnel. sa carte nationale d'identité. Non, alors quand qu'on je a dis besoin oublier, pour, c'est pas qu'ils font exprès. Oui. La carte est sortie, mais eux-mêmes, ils savent même. On leur envoie des SMS, mais ils savent même pas qu'ils ont reçu des SMS. Pour dire, allons chercher. Souvent, il faut juste aller sur le site pour taper son nom pour voir si ça est là. Moi, ça a été le cas pour la CMU de mon épouse. Je ne savais pas, j'ai tapé son nom, on m'a dit, il y avait un numéro, j'ai appelé, on dit, venez chercher. Je suis venu chercher, Ok. simplement. Bon, En tout cas, on encourage tous les Ivoiriens à se faire établir les papiers d'identité. c'est important. Ah, C'est c'est très, vraiment très, très important. important. Et il faut les inciter à le faire parce qu'il faut surtout mettre en avant l'aspect rapide du processus parce que c'est Tout à ça fait. aussi qui décourage. Quand on sait que les formalités prennent du temps, on n'est pas vraiment motivé C'est ça. à y aller. C'est ça. Quand même, il faut reconnaître que des efforts ont été faits dans ce sens-là. C'est vrai qu'on a eu tellement de critiques sur ce plateau aussi. Et il y avait eu quand même quelques dysfonctionnements qui avaient même à un moment conduit à l'arrêt même du processus. C'est vrai. Mais depuis la reprise, avec Et on a eu une même un certaine changement de volonté directeur général. voilà, des nouvelles autorités, on sent que ça bouge beaucoup mieux. Très bien. En tout cas, Bravo à eux. Merci. sur ce plateau, je vous assure que chacun sa carte d'identité. Oui, Alain oui, était le oui. dernier, Voilà. Ivoirien nouveau, il a rejoint la République. Ouais, Tout le monde est nous content. rejoint la République, oui, c'est ça.
On dit bonsoir à Cheikh Mandé Djata Sissé, à Big Len, on dit bonjour à Titi Elogne et à tous les autres qui sont connectés sur nos pages des réseaux sociaux. Et puis on va choisir ce moment-là pour dire bon courage au nom de Live TV à notre amie, à notre chère sœur Sylvie Touré qui traverse en ce moment. Voilà, sincères condoléances à Sylvie du fond du cœur et au nom de toute la chaîne. Eh bien, on te souhaite bon courage dans cette épreuve et on prie que Dieu te fortifie. Voilà. Bon, Daouda, je vais commencer par vous parce qu'il y a une nouvelle, le score. L'ASEC Mimosa, notre ASEC Mimosa, enfin votre ASEC Mimosa, a joué aujourd'hui contre le club tunisien. Donc, Algérien. En fait, je sais que tu n'aimes pas la SEC, c'est pas bien grave. On a fait 0-0 sur nos terres. C'est mal engagé, on a envie de dire. Oui, qu'on le veuille ou non, c'est mal engagé. Mais connaissant... Parce que vous jouez sur vos stades, vous jouez en Côte d'Ivoire donc. Oui, le match est tenu en Côte d'Ivoire. Oui, à Boaké. C'est pourquoi j'ai dit sur nos terres. Voilà. On a été, je dirais, tenu en échec. Voilà. Mais n'empêche que je suis sûr de la dextérité de nos mimosas, de ces joueurs-là. Je sais qu'ils vont aller se battre en Algérie, même si je sais qu'en Algérie, ça ne sera pas facile, mais on va revenir avec cette victoire-là, finalement, pour aller directement à la finale. Je crois au Mimo. Mimo un jour, Mimo toujours. C'est notre souhait. Ouais, c'est notre souhait. Nous tous, vraiment, c'est notre souhait que les Mimos reviennent avec la victoire pour aller En finale. C'est la manche allée de la demi-finale qui s'est jouée ici. Il aurait été bien quand même que la SEC soit, marque un but ici, gagne. Oui, ça aurait été l'idéal parce qu'aller pour un match retour donc en terre algérienne et essayer d'obtenir un but déjà, je pense que ça va être un énorme challenge vu le public, les spectateurs algériens, le public de supporters de l'USM et tout. Ça va être vraiment compliqué pour eux de pouvoir sortir gagnant de ce match. Non, je pense parce que c'est psychologique. Derrière, c'est psychologique. On gagne ici. Il y a un 12e homme. À la maison, on a ce 12e homme, comme tu le dis, on fait 1 ou 2 buts. Et on est certain que même si, bon, on se fait gagner. Et surtout que l'adversaire est maghrébin et non des moindres. L'Algérie. Tu veux dire algérien. Ouais. On sait que les Algériens, ils ont des ultras. Ils n'aiment pas perdre. Ils mettent tous les moyens de leur côté pour gagner. La pression psychologique sera au stade. Moi, je pense, au-delà de tout, je pense que nos mimos, ils ont la tête et les épaules. Ils savent qu'ils ont un challenge, un défi à relever. Ils ont eu un très beau parcours depuis le début. Ils ont eu un très beau parcours. Quand on regarde le début, qui était vraiment vacillant, malgré ça, ils sont sortis la tête de l'eau. Je pense que en Alger encore, ils peuvent aller sortir hors de l'eau dans ce combat-là. Nous sommes bourrés et remplis d'optimisme pour la prochaine rencontre, le match retour. Et puis on espère la victoire pour la SEC. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à Manasseh Karamoko, à Paul Kofi, à Diakis Dia qui nous rejoignent, à Traoré Abou également. Merci d'être sur nos pages des réseaux sociaux. Élisée Boulugbo, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a nommé mardi, par décret, Mme Chantal Nanaba Camara à la tête du Conseil constitutionnel. Elle a 69 ans. Elle a le rang de magistrat hors hiérarchie. C'est la première femme à la tête de l'institution. Je présume que ça vous rend heureux. Bon, peut-être. Je sais que j'exagère. Non, pas forcément ça, mais déjà. Je vais dire, Madame Bleu, ça vous rend heureux. C'est une première, voilà. oui. Elle est contente parce que c'est une première. C'est une excellente nouvelle de voir qu'à ce poste, la promotion du genre. Au-delà de la promotion du genre, c'est forcément ses compétences qui ont été mises en avant, qui ont été reconnues. Et donc, raison pour laquelle elle a été nommée à la tête de cette institution. Mais aussi la promotion du genre. Et c'est une première d'avoir une femme qui est présidente du Conseil constitutionnel. Élisée, qui est Mme Chantal Nanaba Camara? Chantal Nanaba Camara, avant d'être nommée hier par décret présidentiel président du Conseil constitutionnel, était la présidente de la Cour de cassation. La première? Depuis avril 2020, elle était donc à la tête de la Cour de cassation. À sa création, donc, c'est-à-dire la création de la Cour de cassation, c'est elle qui est la première femme qui a été nommée en tant que présidente en 2020. Et là, elle vient d'être nommée encore à la tête du Conseil constitutionnel, bien évidemment, hein, après que le mandat de l'ancien soit arrivé à expiration, parce qu'il a été nommé, pour rappel, par décret présidentiel en date du 14 juillet 2017. Je parle de M. Koné Mamadou, voilà, qui jusque-là occupait les rênes du président du Conseil constitutionnel, donc elle vient le remplacer. Mais c'est une femme, en tout cas, qui, selon les informations en notre possession, qui, dans l'ordre quand même de la magistrature, est beaucoup respectée. Elle a même été la présidente de l'ordre des magistrats. Voilà. Le Conseil supérieur de la magistrature. Donc,
C'est une femme quand même qui, dans le domaine, est respectée. Maintenant, il y a certains qui disaient, bon, quels sont ses faits d'armes? Il faut aussi noter que quand même les institutions, je dirais, là où auxquelles elle a présidé, ce n'est pas des institutions aussi qui sont dans, je dirais, dans le quotidien en réalité. C'est-à-dire que c'est des institutions qui gèrent vraiment des dossiers de façon spécifique. Donc, on ne pouvait pas, je dirais, la catégoriser ou bien la juger, voilà, comme un magistrat ordinaire qui, lui, a tout le temps vraiment au tribunal. Mais comme je le dis, de l'avis de plusieurs hommes de la canne judiciaire, c'est quand même une dame qui a une certaine réputation, qui est respectée dans le milieu. Alain, pourquoi c'est important, je veux dire, cette nomination-là, je veux dire, c'est important. C'est une institution importante. À quel dessein? Oui, le Conseil constitutionnel est une institution importante, d'autant plus qu'elle est chargée de la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics. Et c'est le Conseil constitutionnel notamment qui contrôle l'élection présidentielle et l'élection des parlementaires, et puis surtout la conformité ou la constitutionnalité des lois. Alors, à ce poste, on ne nomme que des personnes en qui on a confiance. En Afrique, en Europe, en Amérique. Quand vous dites en qui on a confiance, de qui oui, parlez-vous? c'est-à-dire que ce sont des nominations politiques. Très bien. Ce sont des nominations politiques. Évidemment, on n'aimerait pas un membre du PPACI, président du Conseil constitutionnel, quelles que soient ses compétences, mais on place à la tête de cette organe justement, une personnalité. Si vous me dites ça, je me dis, bon, normalement, c'est un arbitre, il est neutre, il est censé être neutre. Non, pareil. Il ne s'agit pas de neutralité ou d'arbitrer. On dit le Conseil constitutionnel a pour rôle de voir la conformité des lois, de surveiller le fonctionnement des pouvoirs publics, de suivre l'élection présidentielle. Ce n'est pas une question d'arbitrage. Donc on n'a pas besoin qu'il soit non, proche. mais ça fonctionne comme ça. Sous Laurent Gbagbo, sous l'ancien président Gbagbo, il y avait M. Yao Paul Ndré qui était un proche et un membre actif du Fonds populaire ivoirien. Avant lui, il y avait d'autres qui étaient proches du président Bédié, etc. Et durant la transition militaire, ils ont placé une personnalité, M. Tiakone, je crois, mais à l'époque, ça n'avait pas. Considérant. Voilà, exactement. Donc, il était quand même un peu, comme on dit, proche de Est-ce que ce n'est pas tout ça également, souvent, qui jette une forme de suspicion? Non, mais c'est pareil également aux États-Unis. Même la Cour Exactement. suprême, au niveau de la Cour suprême, c'est le président de la République qui fait le choix, après consultation, le président de la République qui fait le choix après consultation du président de la Cour suprême aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui partage peut-être les mêmes opinions avec lui, qui a peut-être des relations et tout avec lui, mais c'est pareil. C'est quelqu'un qui est proche de lui, qui est choisi pour diriger la Cour suprême des États-Unis. Très bien. Et cette position d'équilibre que vous soulignez tout à l'heure ne peut exister que dans un contexte où la démocratie fonctionne, parce que les membres du Conseil constitutionnel, le président nommé par le chef de l'État, les anciens présidents sont membres, et les 6 autres membres, il y en a 3 qui sont nommés par, par le président de la République, 2 par le président de l'Assemblée nationale et 1 par le président du Sénat. Ce qui signifie que si on a par exemple 2 chambres, l'une qui serait contrôlée par l'opposition, l'autre par le pouvoir, on pourrait avoir au sein de cette institution peut-être une forme d'équilibre et alors les décisions seraient peut-être prises de façon collégiale. Donc on ne peut pas faire un procès d'intention en disant, puisque la personne qu'on nomme a été choisie par le président de la République, forcément elle prendrait les décisions en faveur du parti au pouvoir. Voilà. Mais dans tous les pays du monde, ça fonctionne de la même façon qu'en Côte d'Ivoire, au Gabon, ce n'est peut-être pas un modèle, mais en France, voilà, etc. etc. J'écoute Daouda sur la question que j'ai posée. En fait, quand j'ai vu comment on appelle ça, la petite polémique s'élever, je vais dire, on se rappelle ici en Côte d'Ivoire, en 2000, dans les années 2010, quand Laurent Gbagbo nommait Yao Paul Ndré, il a dit, mais est-ce que vous pensez que je suis assez André fou pour nommer quelqu'un là-bas qui n'est pas proche de moi? Il l'a dit, les faits sont là, ça existe. Je veux dire, allons au-delà de ça, c'est parce que dans notre République, généralement, on oublie que même si le président nous a nommés, ça ne fait pas de nous forcément des obligés. On doit venir faire un travail pour le compte de l'État. Mais là, souvent, les gens peuvent rentrer dans d'autres considérations. Sinon, sincèrement, comme tu l'as dit aux États-Unis, en France, n'importe où, c'est comme ça que ça se passe. Après, si le pouvoir est véritablement décentralisé au niveau de l'hémicycle, au niveau de l'Assemblée nationale, comme tu le disais, les gens vont nommer des gens, finalement, il allait avoir un équilibre. Mais comme en son temps, en Côte d'Ivoire, des gens ont refusé d'aller à des élections, ben on va subir ce qui se passe maintenant.
Oui. Ok, j'entends tout ce qui est dit, mais vous voyez, moi je dis toujours que c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose qu'on dit forcément que la chose est normale, elle est bonne. Sur la question de la nomination, c'est-à-dire que du décret qui nomme la personne, c'est normal que ce soit un décret qui vienne de l'exécutif. Et ça se fait un peu partout. Mais je dis, dans le process de nomination, moi je reste encore fondamentalement attaché à cela. Il faut qu'on donne une certaine crédibilité, une certaine neutralité. Ça s'explique comment? On a un conseil supérieur de la magistrature qui regroupe tous les grands magistrats qui existent dans notre pays. Donc ceux-là, parmi eux, ces pairs-là, ils peuvent entre eux s'asseoir, discuter, proposer quelqu'un qui lui sera maintenant, qui fera l'objet d'une nomination par décret présidentiel. Mais est-ce que c'est comme ça que c'est fait? Mais justement, c'est une bonne question que vous posez. Mais comment est-ce que ce n'est pas comme ça que ça se fait? Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait ici. C'est pas comme ça que ça se fait ici. Moi, je sais pas, tout à l'heure, il dit d'évoquer la question des États-Unis. Elle disait, oui, quelqu'un qui est proche du président. Non, mais aux États-Unis, là, pour qu'on puisse nommer celui qui doit valider, parce qu'il est au cœur du système. Puis celui qui peut dire une élection est valide ou une élection n'est pas valide. Oui, d'accord. Mais le choix final est fait par le président. C'est ce que dit le président. Non, le président signe le décret. Mais la proposition de l'individu doit avoir l'assentiment et du Congrès. Mais il peut y avoir plusieurs rejets à ce moment-là, parce qu'il peut y avoir plusieurs propositions et des rejets du président si le choix du profil ne lui convient pas. Mais pourquoi on fait cette comparaison? Moi, je ne comprends pas pourquoi on fait cette comparaison. Non, en fait, non. Quand on regarde notre constitution, on est dans un régime présidentiel. Tout à l'heure, il disait, il faut regarder notre constitution. Le président, de façon constitutionnelle, doit nommer le président du Conseil constitutionnel. Je ne suis pas contre la Constitution. Écoutez-le bien. Écoutez bien le point d'Élysée. Je ne suis pas en train de vous dire que je remets en cause la Constitution. C'est pas ce que je suis en train de dire. Effectivement, la Constitution donne les prérogatives au chef de l'État de nommer le président du Conseil constitutionnel pour un mandat de 6 ans, en bonne et due forme. Ça, c'est les prérogatives du président de la République. Mais je me dis, vu que nous sommes en train de construire une démocratie et qu'on est tout le temps en train de voir, la démocratie c'est la perfectibilité. On cherche à améliorer le système de sorte que dans l'opinion publique, tout le monde se dit que ça c'est fait de telle sorte que ça épouse l'assentiment général. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas cette possibilité d'offrir l'opportunité aux magistrats, c'est-à-dire aux magistrats eux-mêmes, à ses pairs, d'entre eux, choisir celui qu'ils pensent peut porter cette responsabilité et le proposer à la signature du décret présidentiel. C'est pas la Constitution. C'est une proposition intéressante. Mais ce serait trop risqué. Franchement, là, on finirait par un gouvernement des juges. C'est-à-dire ils vont faire et défaire ceux qui sont en charge de contrôler les pouvoirs publics. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On a une constitution. Il faut qu'on apprenne à la respecter. Non, les gars, il fait, je ne comprends pas. Non, mais parce il que... propose, le président nomme, le décret, c'est ce qu'il dit, c'est que... Ça peut être le résultat d'arrangements, voilà, qui ne servent pas forcément les intérêts de l'État. Voilà. Là, Quelqu'un aurait dit, avez-vous vu dans un pays où même si le président posait des actes qui n'étaient pas forcément en accord avec l'avis du président du Conseil constitutionnel, celui-là vienne... Mais en fait, Brice, ce que tu dis, la Constitution règle le problème dans la mesure où on te dit, si le président a nommé le président du Conseil constitutionnel, mais le président de l'Assemblée nationale nomme aussi une partie. Le Sénat nomme une partie. Mais en vérité, si les gens n'avaient pas à un moment donné en Côte d'Ivoire ici boycotté des élections et que l'Assemblée nationale était portée par l'opposition, je pense qu'il allait avoir aussi ces hommes qui allaient discuter en interne. D'autant plus qu'aujourd'hui, les anciens présidents, je pense que M. Henri Bédié, il en est membre, M. Laurent Gbagbo. Le président Bédié a fait une lettre de rénonciation. Voilà, ils ont le droit d'être membres de ce conseil-là. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, la Constitution a réglé ce problème-là. Il ne faut pas aussi calquer notre démocratie, forcément, c'est la démocratie des Occidentaux. Mais le point que Élysée a soulevé et qu'on partage d'ailleurs, c'est qu'effectivement, ceux qui sont désignés puissent, comme on dit, sortir d'un premier tri, on va dire. Exactement, et puis prendre des décisions en toute liberté, en ayant à l'esprit l'intérêt commun, c'est-à-dire l'intérêt du pays. Parce que malheureusement, les choix sont faits en fonction, comme on dit, de collusion politique. Voilà, ce n'est pas une nouveauté ivoirienne, c'est partout comme ça. Il n'y a aucune honte à le dire, ce n'est pas de la provocation, et ce n'est pas méconnaître les mérites des personnes qui sont nommées. Voilà, mais ça fonctionne ainsi. Maintenant, il y a effectivement... Ce qui l'embêtait, c'est la perception que ça renvoyait. Oui, mais excusez-moi. Moi, je suis juste dans une dynamique, comme je le dis, de perfectibilité. Je vous promets qu'on vous a compris. On partage son point. Et on pourrait étendre cela aussi au président de la CEI, oui, voilà, bien sûr. etc.
C'est-à-dire que ces personnalités, peut-être même avant d'être confirmées, devraient être entendues par la représentation nationale, Oui. par le Parlement, Oui. c'est-à-dire donc Oui. Les deux Sénat, chambres. et, voilà, Oui. deux chambres, etc. Oui. Donc, il y a effectivement des mécanismes qu'on peut mettre en matière de place pour instaurer la confiance en nos institutions. Bon, en tout cas, on va dire Des oui, propositions bonne chance. intéressantes. bonne chance. Bonne chance. Parce qu'il y a à- des élections qui l'attendent. hein. Exactement. À la exactement. première En fois. Dans 2 ans. 2025. Non, Bonne non, chance à la dans- première dans femme 2 ans. présidente du Conseil Mais il constitutionnel. est Je vous important de disais- préciser qu'elle prend fonction le 21 Oui, le 21 juillet, C'est oui. important. J'espère que tu y seras. Mais pourquoi pas? Bah, tout à l'heure, je vous ai dit ça. Parce que parce que- tu te sens trop heureuse. Mais c'est normal, c'est une première. Surtout pour oui, une femme. bien sûr. Voilà, le genre. Mais elle mérite justement. Oui, le mérite, on est Voilà. d'accord. Les deux points se rejoignent. Le Donc, mérite très bien. et le Bon, genre. alors, il y avait à propos, hein, dans l'ordre des polémiques, il y avait également le point de certains qui évoquaient la question des mandats, hein, pour estimer que le président Touré Mamadou avait à l'époque, Kone Mamadou. Kone Mamadou, pardon, avait fait 2 ans de transition. C'est ça. Avant ces 6 ans, donc ça faisait 8 ans, ce qui plongeait donc c'est une fausse l'institution dans une forme d'illégalité. C'est ça. Donc ça Oui. également, Mais ça, ce sont des vaines polémiques. En Côte d'Ivoire, on Ouais. aime toujours polémiquer autour des choses. Elle est nommée, bon, elle a... L'ancien président en fonction, Vaudier c'est ça est parti 2 ans avant le terme de son mandat. Il a été remplacé par l'actuel président qui a terminé son mandat et qui, lui, a été confirmé à la suite d'un nouveau décret comme président. Signé le 14 juillet 2017. Voilà, pour 6 ans. Donc, je ne vois pas pourquoi on veut veut toujours polémiquer sur ça. Et voilà. Élisée, je vais recevoir à présent notre invité hein, pour la suite. C'est M. Amadou Mohamed Fofana, il est chef d'entreprise, avec qui on a évoqué la question de la structuration de l'économie informelle sur notre plateau. Merci. Élisée, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, voilà. Bonjour, comment allez-vous, M. Fofana? Bonjour, je vais très bien et chez vous. Voilà, on est content de vous recevoir sur ce plateau. Et avec vous, on va évoquer la question de l'économie informelle. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est que l'économie informelle pour nos téléspectateurs? Alors, sur cette question, Oui. faut dire que l'économie informelle est un ensemble de choses qui ramènent à certaines personnes qui exercent principalement dans le secteur informel et qui sont à majorité grands acteurs de l'économie nationale, mais néanmoins qui ne sont pas formalisés dans le principe d'être dotés de registres de commerce, donc qui ne payent pas d'impôts, Ouais. donc qui passent parmi les mailles de la taxation, mais qui restent le plus gros secteur de l'économie nationale. Pourquoi l'État a encore des difficultés à formaliser ce secteur? Alors, pourquoi l'État? L'État fait déjà beaucoup d'efforts sur cette question avec certaines mesures qui sont prises, notamment des facilitations de création d'entreprises, des allègements fiscaux. Mais il faut dire qu'il y a surtout une question de sensibilisation qui doit être prise en compte au niveau de la population surtout. Les jeunes entrepreneurs, si je peux me permettre l'expression, aujourd'hui n'ont pas forcément la notion de se régulariser. Pour eux, c'est encore quelque chose de complexe, quelque chose de coûteux. Et pourtant, toutes les dispositions sont prises justement pour que... Mais est-ce que ça ne part pas du fait que, en tout cas pour ce qu'on entend, que lorsque vous créez votre entreprise, automatiquement la première année, vous Les êtes impôts vous taxé, tombent- les impôts tombent vous tombent dessus. là-dessus, c'est difficile. Beaucoup d'entreprises, au bout de 4 ans ou 3 ans, meurent à cause de ces taxes. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui refrène ces jeunes entrepreneurs à se formaliser finalement? Je pense déjà qu'il y a un gros problème d'asymétrie d'information. Malheureusement, les jeunes entrepreneurs ne vont pas toujours à l'information, ils se limitent aux informations qu'ils trouvent au premier carrefour, permettez-moi l'expression. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le nouveau régime fiscal et certains allègements fiscaux sont faits, notamment à l'endroit des entreprises qui viennent d'être créées. Vous avez plusieurs types de statuts. Vous avez le statut de l'entrepreneur, vous avez la taxe de l'entrepreneur. Vous avez des mécanismes aujourd'hui qui permettent un véritable allègement de l'écosystème pour le jeune entrepreneur. Il ne faut pas se limiter aux informations qui nous parviennent ça et là, mais il faut vraiment aller à la source. Donc non, je pense que c'est un problème d'information. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, parce que jeunes entrepreneurs. pour le jeune entrepreneur que je suis, effectivement, on est parti bourré de préjugés. Donc, il y avait les idées, il y avait ensuite des préjugés. On s'est bien rendu compte, quand on s'est rapproché des services fiscaux, on s'est Tout bien à rendu fait. compte qu'il y avait effectivement beaucoup de facilités qui étaient à disposition Changer des... d'image, ils doivent changer d'image. Mais est-ce Exactement. qu'aujourd'hui, sur le terrain, les porteurs de projets sont aujourd'hui aidés par le gouvernement? D'autant plus qu'on parle de l'année de la jeunesse, 1 milliard par jour pour la jeunesse. Pour vous qui êtes entrepreneur, Ah oui, oui, moi déjà je dis la meilleure aide et la première aide qu'un État puisse offrir à des entrepreneurs, c'est la stabilité sociale et économique.
dans un premier temps. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire connaît une relative stabilité sociale et économique, justement, qui nous permet, à nous les jeunes entrepreneurs, de pouvoir créer des solutions adaptées justement à l'écosystème afin de pouvoir générer des revenus. Deuxièmement, il faut aussi dire qu'il y a plusieurs mécanismes mis en place par l'État, mais on revient au problème d'asymétrie d'information. Vous avez encore certains jeunes qui estiment que pour créer une entreprise, ça coûte, comme nous dans le temps, 1 million, 1,5 million. Mais non, aujourd'hui vous avez le statut de l'entrepreneur qui est gratuit. Donc vous allez sur Internet, vous remplissez un formulaire et vous avez un statut d'entrepreneur qui vous permet d'exercer, d'avoir un numéro de compte bancaire et tout. Vous avez aujourd'hui, avec le CPC, qui est un guichet unique de la création de l'entreprise, des possibilités de créer votre entreprise directement. Donc vous avez beaucoup de mécanismes, sans passer forcément par un conseil juridique. Donc vous avez beaucoup de mécanismes, mais il faut aller à l'information. Donc oui, l'État, je pense, a mis beaucoup de mesures en place. Sur le secteur informel, est-ce qu'on a idée de son poids dans l'économie et comment évalue-t-on ce poids? Parce que, excusez-moi, il y a eu un débat il y a maintenant 2 semaines entre le ministre Touré Mamadou et un représentant du PPACI, Justin Katina, à propos justement du secteur informel. L'un parlait de 92 ou 93%, etc. Bon, est-ce que vous avez une idée de cela? J'aurais bien aimé, mais non. Je n'ai pas des chiffres clairs sur le volume aujourd'hui que représente le secteur informel en Côte d'Ivoire. Mais ce que je sais, c'est un secteur qui doit être régularisé pour permettre un meilleur développement de la société. Alors, qui a intérêt à ce qu'il y ait une économie parallèle non déclarée? Parce que, du coup, l'assiette fiscale, elle est réduite, il y a très peu de contributeurs, ce qui nous oblige à aller emprunter de l'argent sur des marchés internationaux à des taux très élevés. Finalement, ça doit bien servir des intérêts. Pas les nôtres et pas ceux de la logique. Parce que, voyez-vous, déjà pour le jeune entrepreneur qui est dans le secteur informel, il y a une barrière à l'entrée à certaines acquisitions de marché. Alors, vous êtes d'accord avec moi que quiconque commence une activité qui a pour but de générer des revenus veut avoir le maximum de revenus, donc veut s'ouvrir un maximum de marché. Donc le jeune qui n'est pas déjà dans la formalité se ferme déjà des portes à certains marchés, donc à un meilleur développement. Deuxièmement, si on regarde de l'autre côté de la cola, mais vous avez aussi l'État, justement, qui n'a pas intérêt à ce que ces jeunes-là perdurent dans l'informel, parce qu'ils vont représenter, justement, des failles, des failles bien sûr, du tissu fiscal. Mais vous avez aussi vous avez tout l'écosystème qui est censé être favorable à cela. Mais la véritable problématique, c'est l'information et la formation. Très bien. Élisée, pour terminer. Ok, le secteur, quelle est la part aujourd'hui du secteur informel dans l'économie ivoirienne? Mais au-delà même de s'il te plaît, au-delà même de ce fait, aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à réguler ce secteur pour éviter que la pression fiscale soit sur les secteurs qui sont, sur les économies déjà les plus formelles? Donc, comment est-ce qu'on arrive à régulariser ce secteur? C'est ce que vous dites. Mais c'est une action qui est menée depuis bien des années. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu un meilleur écosystème favorable à la création d'entreprises qu'avant. Lorsque vous regardez d'abord au niveau des barrières à l'entrée, comme je disais tout à l'heure, les coûts pour créer une entreprise dans un premier temps, dans les années 90 jusqu'aux années 2000, vous avez des forfaits qui allaient jusqu'à 1 million de francs CFA. Et lorsque vous avez une SRL, que vous avez un capital de 5 millions, il fallait l'immobiliser chez un notaire, il fallait payer les frais de notaire. Mais aujourd'hui, avec le guichet unique qui est le CPC par exemple, vous allez avec maximum 200 000 francs CFA, vous avez votre SRL au capital de 5 millions, sans passer forcément par un cabinet notarial. J'ai une question de Michael Yassé sur nos pages des réseaux sociaux. On termine avec cette question. Quel est le regard que vous portez sur les entreprises informelles de Côte d'Ivoire, globalement? C'est son point. Globalement. Alors, je pense que ce sont de bonnes entreprises, mais qui doivent se formaliser. Parce que ce n'est qu'en se formalisant qu'elles pourront véritablement se structurer et pouvoir se développer en s'ouvrant à de nouveaux marchés afin d'être plus compétitifs et bénéficier aussi d'appuis, qu'ils soient financiers ou matériels, de certaines institutions qui ont vocation à le faire. Rapidement, si par exemple l'État abandonnait les frais de création et autres des déclarations en disant bon, les jeunes de 18 à 35 ans, créateurs d'entreprises, sont totalement exonérés de ces frais-là, est-ce que vous pensez que cela contribuerait à limiter notamment le nombre d'entreprises? Bien sûr, l'État le fait déjà avec le statut de l'entrepreneur. Oui, mais il y a des frais gratuit. Non, mais il y a des frais qu'on paye aussi, c'est totalement gratuit. Totalement gratuit. Totalement gratuit, j'assume ce que je dis. Le statut de l'entrepreneur est un statut totalement gratuit qui justement prend en compte les jeunes, je pense, de 18 même à 40 ans. Si j'ai bonne mémoire, il faudrait vérifier. Mais c'est totalement gratuit. C'est sauf si vous voulez une carte physique qui atteste que vous bénéficiez du statut de l'entrepreneur, que je pense que vous payez un montant de 1 000 ou 5 000 francs, un montant de 3 mois de 10 000 francs. Sinon, vous avez toute votre documentation que vous recevez par boîte mail, que vous pouvez donc imprimer, qui est totalement gratuit. Mais en allant plus loin, par exemple, en disant
des frais forfaitaires pour les avocats ou les notaires et autres, on peut aussi aller plus loin parce que ce sont justement ces frais-là qui dissuadent beaucoup de jeunes Ah non, excusez-moi, moi je m'inscris totalement en faux. Ce ne sont pas ces frais-là qui dissuadent les jeunes, c'est l'asymétrie d'information. Les jeunes aujourd'hui ne savent pas que pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire, il vous faut avoir 80 000 francs CFA. Et vous avez une entreprise individuelle au CPC. Bien sûr. Hein, les jeunes ne savent pas. Donc ce n'est pas la volonté ou ce ne sont pas des barrières financières, c'est l'asymétrie d'information. Je pense que le véritable débat, c'est de pouvoir trouver un terrain d'entente entre l'information gouvernementale et la jeunesse, afin de pouvoir créer une connexion parfaite sur les différentes informations pour qu'elles circulent. Très bien. Monsieur Fana, je vais utiliser une de vos expressions. On va regarder l'autre côté de la cola parce que nous sommes là également sur le plateau. Je rappelle que vous avez, en tout cas, conduit le salon des affaires. Salon africain de de l'entrepreneuriat, le CIF. Donc, vous l'avez conduit, ça s'est très, très bien déroulé. La grâce de Dieu, félicitations à vous. Merci beaucoup. En tout cas, on va regarder vers le salon de la 7e édition. On sera ravis de vous recevoir sur notre plateau. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. On va marquer une pause. Nous serons en compagnie de M. Karim Ouattara. Il est secrétaire national du RHDP en charge du monde associatif et de la société civile. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Vous regardez le Grand Talk. Je suis en compagnie de M. Alain Toussaint, de Mme Edith Bourbleu, de M. Daouda Koulibaly, dites Sa Majesté Daouda Koulibaly, plus fort que jamais, et de M. Élisée Bolougbe. Juste avant de recevoir notre invité, M. Karim Ouattara, je rappelle qu'il est secrétaire national du RHDP en charge du monde associatif et de la société civile. Eh bien, nous allons évoquer le point du mécontentement, dit-on, des étudiants de l'INJS à propos de frais de soutenance de 100 000 francs CFA. Daouda, vous êtes très très proche du dossier. Vous avez enquêté. L'investigateur maison. Oui, je suis l'investigateur Qu'est-ce qui se maison. passe à l'INJS? Bon, depuis quelques jours, les étudiants qui sont pratiquement en fin de cycle, qui s'apprêtent à aller sur le terrain, se plaignent de ce qu'il y a les frais de soutenance qui ont été imposés par l'administration de l'INJS. Que dit l'administration à ce propos? Voilà. Elle dit. En fait, ils ont jusqu'au du vendredi 7 jusqu'au jeudi 27 avril pour donner délai pour payer ces 100 000 francs. ces 100 000 francs là. La bande de Discord, c'est les 100 000. Le point d'achoppement, c'est les 100 000. Mais selon une source proche du dossier, qui est au niveau de l'administration, ils estiment que les étudiants avaient été prévenus depuis 3 ans en avant qu'ils allaient avoir ces frais-là quand ils allaient arriver en Master 2 lors de leur soutenance. Ils sortent pour raison que, dans un premier temps, quand ils s'inscrivent en même temps à l'ISTC, à l'INJS, pardon, et à l'université Félix Houphouët-Boigny. Dans les points de mécontentement des étudiants, on note que ceux-ci disent n'avoir pas été informés. Voilà. Mais je donne comme tu parlais de Kola, il faut tout, on ne peut pas faire des sacrifices sans les deux parties de la Kola. Donc je donne les deux parties de la Kola. Très bien. Selon l'autre partie, ils estiment qu'ils avaient été prévenus et qu'ils le savaient, bien évidemment. En plus de cela, étant donné qu'ils sont fonctionnaires, étudiants fonctionnaires, ils reçoivent des bourses. Et donc, ceux qui viennent faire leur évaluation viennent de l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, ces personnes aussi au master payent les mêmes 100 000 qui a créé un problème d'énervement, mais finalement, il a été réglé. Donc, en gros, voici là où se situe le problème des étudiants de l'INJS. L'INJS dit pourquoi ils imposent 100 000 francs pour la soutenance. Les étudiants. Les étudiants. Non, l'INJS, la structure. Oui, ils expliquent, oui. Ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent pour Non, justifier? ils disent dans un premier temps que il y a des questions d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires. Et d'autant plus que comme l'établissement, étant donné qu'il est, même s'il est public, il a un fonctionnement assez privé, un peu comme les EPN. Donc techniquement, eux, ils doivent faire entrer du sou pour pouvoir rouler sur fonds propres. Oui, mais donc finalement, ils n'ont pas tout ça. Mais quel est le statut? Comment on fait rentrer des sous Vous avec me posez la question, je pourrais vous répondre. J'aimais les interrogations. Voilà. Parce que comment on fait rentrer des sous? On est un établissement public national, c'est vrai que tu es allé vers la source. Voilà. Mais comment on arrive, en étant un établissement public national, avec des étudiants qui, pour certains, vont au public, parce qu'après, il y a aussi une question de moyens. L'inscription à l'INJS, si je ne me trompe pas, c'est 30 000 francs, les frais d'inscription. Et je crois que pour les frais médicaux également, c'est 30 000 francs. En dehors de ça, comment l'INJS gagne de l'argent pour pouvoir fonctionner, avoir un fonctionnement privé? Et moi, je fais un petit calcul dans ma tête. Voilà. 400 étudiants qui se plaignent, mais tu ne peux pas 100 000, on a 40 Ça 000. fait 40 millions, oui. Voilà. Mais 40 millions, Brice, pour le fonctionnement d'un établissement, sans pour autant prendre position pour l'établissement, hein. 40 On a bien millions, compris, hein, voilà, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Mais pourquoi carrément pour le fonctionnement d'un établissement? Non, Pourquoi pour le fonctionnement d'un Non, c'est établissement? même pour le fonctionnement de la maternelle, ça va très vite. Mais pourquoi Parce pour le que- fonctionnement? Mais écoutez la question d'Élysée. Élysée, précise la question. Ma question est très précise. Vous payez des Pourquoi 40 millions professeurs? pour le fonctionnement de
l'établissement. Je pense que le fonctionnement de l'établissement est sous la responsabilité du gouvernement. Bien sûr. Voilà, et le gouvernement donne les moyens pour que l'établissement puisse fonctionner. Mais Donc pourquoi 40 l'établissement millions te dit, pour le fonctionnement? Selon la source, il dit que les fonds qui sont alloués par l'État ne suffisent pas. Donc, il faut créer d'autres ressources pour pouvoir vivre. Notamment, les gens qui viennent les évaluer, il faut payer ces personnes-là. Les enseignants qui prennent des heures, qui font des heures supplémentaires, il faut les payer. Je vais juste comprendre. Autre point, Oui, c'est que les on va avancer. étudiants se plaignent du fait que leurs prédécesseurs N'ont pas payé ça. ne sont pas passés par cette... Mais par justement, c'est tellement logique ce que les autres disent. D'où vient-il que les années antérieures, tous ceux qui ont fait le master, qui sont venus soutenir, n'ont pas payé, et que c'est aujourd'hui qu'on trouve que ceux qui sont là doivent pouvoir payer les 100 000. Il y a un problème. Élisée, moi, je comprends. Non, je comprends ton attends, postulat, mais- j'ai fini. Vous avez 5 une secondes. minute pour Bon, tout 5 le secondes. sujet. Bon, 5 secondes. Allez-y. 5 secondes. Moi, je dis, si on me dit qu'il y a 3 ans de cela, que les étudiants ont été avertis, pourquoi avoir averti les étudiants et non pas saisi le gouvernement et l'État de Côte d'Ivoire, l'enseignement supérieur, pour leur Exactement. dire, d'ici les 3 prochaines Vous années, on demandez une sera rallonge confronté à de une telle budget, situation. tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas le budget Voilà, de rallonge de l'établissement pour budget, pouvoir tout faire face à ça? simplement. C'est une réponse aussi, mais n'empêche Pourquoi que... s'appuyer sur des qu'on le étudiants veuille ou non, moi, j'estime que si on est en train de parler de ça, si je m'appuie sur ton postulat, je veux dire, il y a une injustice qui se passe sur le terrain dans la mesure où, à l'université Félix Houphouët-Boigny, les étudiants de master payent les mêmes 100 000. Donc, si Pour on doit soutenir. justement pour soutenir. Pour soutenir. Pour soutenir. Dans ce Je cas, il y a un t'informe. Mais ce ne sont pas les mêmes réalités. Mais Faut justement, pas- parce que le problème, Non, on peut là pas où se pose comparer. le drame, c'est que Non. les étudiants de l'INGS qui sortent, ils sont étudiants fonctionnaires, ils vont directement travailler. Pendant que ceux qui sont à l'université Félix Houphouët-Boigny, quand ils payent les 100 000 pour soutenir, ils sont sur le carreau. Après, ils doivent aller passer des concours pour avoir du travail. c'est- Donc, j'estime pour ma part qu'il y a comme Oui, mais ce ne sont pas les mêmes une réalités. injustice Ce ne sont pas les qu'il mêmes faut réalités. réparer, je pense. Bon. Je pense que c'est une Donc, oui, situation on a bien compris que vous voulez réparer une injustice. pas de- Il n'y a pas de problème. Alain, Non, j'ai ça- 15 secondes, c'est bon? Merci c'est bon, beaucoup. c'est bon. En tout cas, on va regarder de très près la situation à l'INGS et être très attentif aux différents développements de cette actualité-là. En tout cas, déjà, on voulait évoquer la situation. Puis s'il y a une parler possibilité des de pour et des prise en contre. charge, pourquoi pas pour les étudiants qui ne peuvent pas payer. Voilà. Voilà. Et Il ça, faudrait y penser. ça, c'est Oh, les fonctionnaires, ils sont c'est la pas petite encore note, madame. avec une bourse de 600 000. Hein. Par an, Par an, oui. Ils sont boursiers, les étudiants de l'INGS? Oui, oui, ils sont boursés. Très bien. la vie coûte cher. OK. Oui. Monsieur Karim Ouattara nous rejoint sur le plateau du Grand Talk à présent. Je rappelle, il est secrétaire national du RHDP en charge du monde associatif et de la société civile. Merci Monsieur Ouattara de nous rejoindre. Bonsoir Monsieur Ouattara, merci d'être avec nous. Bonsoir, sur le plateau Brice. du Grand Talk. On est content de vous recevoir. Bon, on va évoquer avec vous forcément les préparatifs des élections. Alain Toussaint, qui est votre voisin de droite, vous attendez pour une série de questions. Alain, c'est à vous. Bon, ben, d'accord. Je vais donc ouvrir la série de questions. Alors, le RHDP, parti au pouvoir, a décidé de consacrer l'année 2023 à la jeunesse. Pourquoi? Merci beaucoup, Alain Toussaint. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. monsieur Je pense que c'est la première fois que vous me recevez. C'est vrai. Bonsoir à vos téléspectateurs. Je pense que cette année 2023 a été dédiée à la jeunesse par le président de la République parce que les jeunes comptent beaucoup pour lui. C'est une année donc qui est placée sous le sceau de la jeunesse. Ce n'est pas que maintenant que le président va commencer à s'occuper des jeunes. La question de la jeunesse a toujours été donc au cœur de la gestion du pouvoir par le président. Mais là, cette fois-ci, je pense que le président a entendu un peu les cris de cœur des jeunes, hein, qui, à travers des fêtières, ont remonté donc des doléances, ont remonté donc des préoccupations. Le président l'a compris. Et avec des conseils qui sont venus un peu de la société civile, mais aussi un peu donc des membres du gouvernement, donc de son gouvernement, il a compris que chaque année, ce n'est pas chose nouvelle, hein, chaque année, il y a une thématique. Donc, il y a déjà eu la thématique de la femme, en fait, la question de l'autonomisation de la femme. Il y a eu la thématique donc, du social. Il y a eu la thématique donc, de la restructuration donc, économique. Là, maintenant, je pense qu'il y a la thématique de la jeunesse qui vient renforcer déjà tout ce qu'il y avait eu à faire, il y a eu à faire dans le temps pour les jeunes. Maintenant, la chose nouvelle, c'est que, peut-être qu'on va arriver à la question, c'est de dire qu'il y a 361 milliards de francs CFA pour... Mais justement, qu'est-ce que vous répondez, M. Ouattara, à ceux qui estiment que cette décision de décréter l'année de la jeunesse, qu'on n'est pas un peu en opération de séduction à cause des élections à venir? Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes?
Mais un président en fonction est toujours en opération de séduction. Donc, qu'est-ce qui est nouveau? Tous les jours que tu réalises un pan de ton programme, tu crédibilises donc ton image, tu crédibilises donc ton parti politique. Et tant que tu crédibilises ton parti politique, tu es en campagne. Donc, un président en exercice est tous les jours en campagne parce que le jour où tu fais défaut à un de tes engagements, ça se retourne contre ton image. Donc, quand il y a une action qui bonifie l'image du président, qui séduit, bon, naturellement, ça profite donc... Mais tantôt, vous disiez que le président, il prend le cri de cœur de la jeunesse en compte, finalement. Décréter cette année de la jeunesse à l'orée des élections qu'on sait en 2025. Est-ce qu'il n'y a pas eu échec de la politique jeunesse du président durant toutes ces années? Ah non, je suis désolé, échec, c'est un peu fort quand même. Hein. Ah ben c'est ce que les jeunes pensent. Oui, les jeunes, vous savez, la problématique de la jeunesse est telle que nous ne sommes pas dans un environnement statique, c'est un environnement dynamique. Donc, quand vous trouvez une solution aujourd'hui, ce n'est pas une solution finie. C'est une solution qu'il va falloir réinventer pour des années à venir. Même si aujourd'hui, on propose donc l'année jeunesse, et même le président a été clair là-dessus, il dit donc que c'est un véritable plan Marshall. Je ne sais pas si les gens ont compris ce qu'il veut dire par le plan Marshall. Peut-être qu'on n'a pas encore commencé à le déployer en tant que tel. Les périodes, donc, tout ce qui est prérequis est en train de se faire à travers l'évaluation du terrain, des besoins, les études, donc, les écoutes. Et maintenant, nous sommes arrivés à la proposition d'un PJ-Gouv, donc un programme jeunesse du gouvernement, et qui va être déployé. D'ailleurs, j'en parlais il y a quelques jours avec le ministre Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse, qui disait que très bientôt, il y aura donc la phase donc, de rencontre encore avec les jeunes des partis politiques en premier, à qui ils vont remettre donc, le PJ-Gouv, de sorte à ce qu'ils puissent s'en approprier. Ce n'est pas que les jeunes de la politique, il y a les jeunes de la société civile, les opérateurs économiques, c'est un peu dans tous les... Il y a plusieurs fêtières. Voilà. Donc ce n'est pas un échec, bien au contraire, mais la quête de la satisfaction de la jeunesse, c'est toujours, il faut être... Elle est permanente. Elle est permanente. Madame Bleu. Alors, on parle d'aller de la jeunesse. On va s'intéresser aussi à cette jeunesse qui est au sein de votre parti. Oui. Est-ce qu'on peut avoir la cartographie? On parle de jeunes, donc de moins de 35 ans, si je ne m'abuse. Est-ce que cette jeunesse, la cartographie même 40, est-ce que cette jeunesse au sein du RHDP est à l'image donc du pays? On parle de 76% de jeunes en Côte d'Ivoire. Et surtout, combien de jeunes sont à la tête de postes stratégiques au sein du RHDP? Est-ce que le RHDP fait la promotion également de la jeunesse au sein de son parti? Faites-vous confiance aux jeunes. On fait beaucoup de questions. Oh non, non, vous n'en faites pas. Il y a beaucoup de questions, mais ça se résume en une seule question. Quelle est la place qui est accordée aux jeunes dans le parti, le RHDP? J'ai très bien compris toutes les questions et elles fusent dans le même sens. Alors, je pense que je suis un modèle, l'exemple palpable que le RHDP fait confiance aux jeunes. Mamadou Touré est passé ici, c'était un exemple. Le ministre Cissé Aboudraman, qui est quand même secrétaire général de la présidence, c'est une des fonctions très respectables et très respectées dans ce pays. Vous prendrez donc au sein du RHDP, là je vous cite des secrétariats nationaux qui ne sont pas dédiés à la jeunesse, mais qui sont gérés par des jeunes. Donc moi je travaille donc au sein je dirige un secrétariat national qui est transversal, donc qui touche un peu la jeunesse, mais qui touche aussi d'autres secteurs donc, de la société civile, ce n'est pas exclusivement jeunes. Vous avez aussi des jeunes qui dirigent donc, tout ce qui est syndicat et autres. Bon, je ne vais pas citer tous les secrétariats nationaux ici, mais en somme, il faut reconnaître qu'au sein du RHDP, depuis un moment, nous avons compris qu'il fallait réinventer l'intelligence politique donc, de notre parti, et c'est à cela que nous sommes arrivés. Et le RHDP a commencé à travailler depuis donc, un certain temps sur sa restructuration en profondeur. Et cette restructuration a mis donc au premier plan ce que nous appelons les secrétaires départementaux. Nous sommes aujourd'hui à 350 départements politiques pour nous. Nous avons donc aujourd'hui 350 départementaux et la plupart des départementaux sont des jeunes, ça je peux vous le dire. Et à chaque départemental est rattaché donc des délégués de zone et à chaque délégué est rattaché donc des secrétaires de section et aux secrétaires de section sont rattachés donc des président du comité de base. Mais des justement, chiffres, on parle des chiffres, des pourcentages. Oui, en fait, ce que je vous dis aujourd'hui, nous sommes au-delà des 70% des jeunes dans les instances de direction. Ok. Vous êtes, je veux savoir aujourd'hui comment est coordonné, je lui ai dit que les activités au niveau de la jeunesse, au niveau de RHDP, pour la simple raison qu'on a vu une situation où, concernant les militaires, où il y a un groupement de jeunes qui a fait une conférence de presse en bonne et due forme pour condamner l'attitude, ou du moins les propos qu'ont eu une responsable de l'opposition. Par contre, il y a un autre groupe qui lui a fait une descente au domicile
de cette dernière, on a comme l'impression que chacun va comme il veut, en fait, dans tous les sens. Est-ce qu'il y a une coordination au sein du RHDP, si tant est qu'il y a une coordination, pour qu'on se retrouve devant une telle situation? Je pense que vous voulez faire allusion à Awassa. Moi, je suis très direct, hein, pour ceux qui me connaissent en Côte d'Ivoire. Je n'aime pas quand on passe à côté des choses, il faut être direct. Vous parlez de Awassa, qui est un des jeunes, qui a une organisation de soutien aux actions du RHDP. Et ça tombe bien parce que je suis le secrétaire national en charge donc, des mouvements et organisations de la société civile. Vous savez que là, nous avons ici notre règlement, statut règlement intérieur du parti. Et tous ceux qui sont militants du RHDP respectent les textes qui sont ici. C'est notre constitution, en tout cas pour un parti politique. Et tous les partis politiques ont ça. Après, il y a la constitution de la nation. Donc, pour adhérer à un parti politique, il faut respecter les règles et instructions de ce qui est marqué ici. Mais après, les instructions et les règles d'un parti politique s'arrêtent quelquefois à la frontière donc, des associations, des mouvements de soutien qui sont donc des sympathisants. Vous voyez, c'est très difficile donc, de maîtriser l'univers des sympathisants. Et c'est pourquoi, depuis un certain moment, nous avons commencé donc à les former, à les mettre à niveau, d'abord à les former à l'idéologie du parti, aux valeurs du parti, à l'attitude qu'il faut adopter, mais ça reste des sympathisants. Donc un sympathisant, c'est difficile de le sanctionner, sauf que de lui retirer la parole donc, publiquement au nom du RHDP. Mais on peut l'interpeller, M. Karim. Si, j'arrive. Je vous explique d'abord la base des choses avant d'arriver à l'individu, donc, chose qu'on appelle Awassa, qui est dans une constellation d'organisations qui soutiennent le RHDP. Et cette constellation, ce sont des sympathisants. Donc quand un sympathisant se lève à titre personnel et qui va porter un tel acte, dans un premier temps, moi qui suis le premier responsable, je le convoque. Parce que nous sommes quand même dans une société qui est civilisée, où la Constitution donne le droit d'expression à chaque Ivoirien. Donc je n'attends pas que ce soit le président Ouattara qui le convoque, que ce soit le président du directoire Kafana qui le convoque, ou que ce soit le secrétaire exécutif Bakongo qui le convoque. Mais c'est d'abord moi son premier responsable, mais je le fais convoquer, mali militari. Et après, ça, ce sont des choses qu'on ne fait pas avec des caméras autour de nous. Et après, non. C'est une question disciplinaire. On essaie de lui expliquer les choses. Tu as aimé un parti qui t'a séduit par sa façon de faire sur le terrain. Ça, ce n'est pas une pratique du RHDP. Donc, M. Karim, vous condamnez ce soir cette attitude devant nous, en fait. Non, je veux dire que sur la question, c'est clair que vous avez vu que Awassa, après sa sortie, n'a plus de prise de position public sur ça. Donc c'est vrai qu'après, vous avez vos méthodes que vous voudrez qu'on applique, mais nous avons nos méthodes, peut-être que ce n'est pas efficace, ce n'est pas ce que vous voulez, mais chaque parti se donne les méthodes et régler ses problèmes en interne. On a vu dernièrement votre patron Bakongo parler des indépendants. Or, on sait que dans la liste des candidats qui sont sortis, il y a beaucoup de jeunes qui voulaient briguer ces postes régionaux de mairie. Finalement, qu'avez-vous contre ces jeunes indépendants? Pourquoi on devrait avoir quelque chose contre les jeunes indépendants? Puisqu'on dit, il est dans mon ministère, je travaille là, il veut être indépendant. Ah non, je comprends en fait le propos. Écoutez, moi je pense qu'après, il ne faut pas sortir les propos de leur contexte. Hein. Nous étions dans un contexte familial. Donc. Non, nous étions dans un contexte familial, la famille politique RHDP. Et naturellement, quand on prend un brin, une portion de propos qu'on sort, bon, naturellement, après, ça crée ce que ça devrait créer. Mais en réalité, c'était vraiment dans chose comme on appelle... dans une ambiance de causerie familiale. Et d'ailleurs, lorsque le président du directoire, M. Kafana, a eu l'occasion de revenir sur la question récemment, il a dit, mais ceux qui pensent qu'au RHDP, on devrait renvoyer quelqu'un de son bureau parce qu'il n'a pas peut-être respecté donc, les instructions du parti, mais il se trompe. Mais en clair, il a dit, quand il le disait, je veux dire, le secrétaire exécutif de Congo était à sa droite. Il a acquiescé ce qu'il a dit. Donc, je veux dire, parfois, quand on sort les choses de leur contexte, naturellement, c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature des indépendants? Non, mais c'est clair qu'un indépendant, on ne vient pas Avant de revenir sur la question des indépendants, tu as posé quand même une préoccupation qui est assez... C'est qu'est-ce que nous avons contre les indépendants jeunes? Tous les indépendants ne sont pas jeunes, c'est clair. et puis il faut savoir que ce n'est pas une élection, chose comme on appelle, où il faut aligner un candidat. Ce sont des élections à conseil. Ça voudrait dire quoi? C'est des conseils choses régionaux et c'est des conseils municipaux. Donc quand tu as conseil municipal, élection conseil municipal et conseil régional, bon, après ce sont des listes. C'est ça. Voilà, les jeunes peuvent peut-être se battre pour être sur des listes. On n'en a même pas besoin parce qu'au RHDP, là, je viens d'arriver ici à l'issue d'une réunion du secrétariat exécutif élargi à tous les secrétaires nationaux adjoints, où la question est revenue sur la table. La question de la représentativité des femmes, on l'a mis sur la table.
Donc, ce n'est pas le lieu de dire que nous avons quelque chose contre des jeunes candidats. Non, moi-même, je suis jeune, j'aurais pu être candidat quelque part. Mais quelque part, on a accepté donc de mettre en avant certaines dispositions de notre règlement intérieur qui dit que le choix du candidat s'est opéré sur un certain nombre de critères. Et il y a tout un processus interne de choix des candidatures qui était fait. Madame Bleu, Non, je vais terminer peut-être sur cette partie. Il faut que les gens sachent un peu comment c'est structuré chez nous. Ce n'est vraiment pas le désordre. Et ceux qui sont militants, ils savent très bien que ce n'est pas le désordre. Il y a eu des consultations. Même l'élection des départementaux, ça a été, je dis bien élection des départements. Jamais aucun parti n'a fait cela en Côte d'Ivoire pour faire l'élection donc des départementaux. Après, on arrive donc à la consultation. Il y a eu des consultations, des concertations, et il y a eu donc peut-être des arbitrages. Il y a eu au niveau donc des régions où des comités de région ont statué sur le choix des candidats. Après, il y a eu donc un comité central. Sur certaines questions, c'est ce qu'on appelle le directoire qui a statué. Après, c'est le présidium. Voilà. Pour certaines circonscriptions que nous estimons stratégiques, il y a quand même des choix qu'il faut faire. Écoutez, nous ne sommes pas sur... c'est vrai que c'est un terrain de jeu politique, mais ce n'est pas un terrain d'amusement. C'est très sérieux ce que nous sommes en train de faire parce qu'il s'agit de la vie des Ivoiriens qu'il va falloir prendre en main. On ne vient pas pour être président de conseil régional pour soi. Ce n'est pas pour écrire ça dans son CV politique. On ne vient pas pour être maire pour soi. On vient pour être maire au conseil régional pour développer la région. Et quand le parti porte son choix sur un individu pour dire c'est celui-là que nous voyons comme tête de liste, sachant que cette personne ne constitue pas elle seule la liste, donc c'est celle-là que nous voyons comme étant porte-étendard pour pouvoir insuffler la dynamique de développement du président de la République. Il faut faire confiance à cette personne. Merci M. Karim Ouattara. C'est une conclusion qu'on va retenir de votre passage sur notre plateau. Et merci. Je vous promets, c'était le tout premier, il y en aura d'autres. Bien sûr. Je suis à votre disposition. En tout cas, on sera ravis de vous recevoir sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du RHDP en charge du monde associatif et de la société civile. Merci à Alain, André. André que vous retrouvez juste après pour sa langue de bois. Merci à Madame Bleu, merci Daouda, merci Élisée et à toutes les équipes techniques. Tous se joignent à moi pour... André, c'est demain. Hein. C'est demain, c'est jeudi. Il faut arrêter le thé. Hein. Le thé à Messissa, justement. L'État me dit Il est prêt d'aller en week-end en fait. c'est très d'aller en bien. week-end. Tu vois, donc, Bon, vous savez, je vais faire comme dans le parti. C'est des choses très sérieuses, les amis. On met de Prenez soin l'ordre. de vous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Merci.